Je m'appelle Gabriel, j'ai 40 ans et, honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'acheter ma propre maison déclencherait un drame familial auquel j'ai encore du mal à faire face. En grandissant, il était évident que mon frère aîné, Carter, il a maintenant 43 ans, était l'enfant chéri. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents ont toujours fait comprendre qu'il hériterait de tout. La maison familiale, l'argent, l'héritage, leur raisonnement. Tout se résumait toujours au fait qu'il était l'aîné. À leurs yeux, cela faisait de lui l'héritier naturel. J'étais le cadet, toujours un peu en retrait, celui qu'on attendait de moi. Pendant des années, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je connaissais ma place dans la famille et je ne voulais pas faire de vagues. Mais en grandissant, j'ai travaillé dur, j'ai économisé avec soin et, l'année dernière, j'ai finalement acheté une maison dans une ville que j'adorais. Elle n'était ni extravagante ni tape à accent grave-l'œil, mais elle était à moi. J'y ai investi chaque centime et je l'ai conçue exactement comme je le voulais, un endroit que je pourrais enfin appeler chez moi. Au début, c'était comme une immense victoire. J'étais fier et excité, mais ma famille l'a découvert. Environ 2 mois après mon emménagement, mes parents sont venus dîner. C'était décontracté au début, une simple visite. Mais ensuite, ils m'ont fait asseoir avec ce regard sérieux que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ma mère a dit quelque chose qui m'a arrêté net. « Gabriel, ton père et moi avons réfléchi », a-t-elle commencé d'une voix ferme mais sérieuse. « Tu sais comment ça s'est toujours passé avec Carter comme aîné. On pense qu'il serait préférable que tu lui cèdes la maison. » J'ai cligné des yeux, pas sûr d'avoir bien compris. « Attends, quoi ?» ai-je dit. Maman a souri d'un air crispé, comme si elle essayait de garder son calme. On essaie juste de préserver l'héritage familial. C'est la tradition que l'aîné hérite. On veut que Carter ait une maison pour sa famille. Je les ai regardés, perplexes. C'est ma maison. Je l'ai achetée. J'ai travaillé pour elle. Papa intervint doucement. On ne cherche pas à te l'enlever. Fais juste en sorte que la famille reste unie. C'est ce qu'il y a de mieux à long terme. Avant que je puisse répondre, Carter entra de la cuisine. Il avait ce regard suffisant qu'il a toujours quand il pense avoir gagné une dispute. « Gabriel, ce n'est pas personnel, » dit-il doucement. « C'est comme ça que fonctionne la famille. Tu sais à quel point papa et maman veulent tout garder au même endroit. » Je sentais ma poitrine se serrer. « Carter, soit tu es stupide, soit tu penses que je le suis. Ouvre bien tes oreilles et écoute attentivement. C'est chez moi. Je ne cède rien. Tu comprends ? » Leurs visages changèrent légèrement, comme si j'avais enfreint une règle tacite. La conversation s'interrompit brusquement après cela, l'ambiance étant complètement glaciale. Après cette visite, les choses devinrent bizarres. Maman commença à m'envoyer des SMS sans arrêt, me disant que la famille est importante et que les enfants de Carter ont besoin d'un endroit sûr. Papa m'appelait tous les 2 ou 3 jours pour me dire de prendre du recul. Carter a commencé à débarquer à l'improviste, parfois avec ses enfants, se comportant comme s'ils avaient le droit d'être là. Ce n'était plus que des mots. C'est devenu une pression. Il laissait des petits objets chez moi. Des vêtements de rechange, des jouets pour mon chien, comme s'ils marquaient leur territoire. Un après-midi, j'ai trouvé la voiture de Carter garée dans mon allée, sans mon avertissement. J'ai essayé de fixer des limites, mais à chaque fois que je les repoussais, il me culpabilisait en disant « Tu brises la famille » ou « Tu es égoïste ». Ça a duré des mois. J'ai changé mes serrures, arrêté de répondre à certains appels et commencé à tenir un registre détaillé de tout. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Puis un jour, Carter est arrivé avec un avocat. Il n'était pas seul, et cette fois, ils étaient prêts. L'avocat a sorti des documents qui exigeaient en gros que je cède ma maison à Carter. Ils ont prétendu que c'était préserver l'unité du patrimoine familial et que cela éviterait de futurs conflits. J'ai pris le document, je l'ai déchiré et je l'ai jeté au visage de Carter. L'avocat n'a pas semblé surpris. Il m'a glissé une copie d'un testament que mes parents avaient apparemment mis à jour récemment. Un testament qui incluait une clause stipulant que Carter hériterait de tous les biens de mes parents, y compris ceux que j'avais achetés moi-même. J'en ai ri. J'ai regardé l'avocat et lui ai demandé « J'espère que vous savez que c'est des conneries. » Il m'a lancé un regard qui signifiait « Vous avez raison, mais je vais traîner l'affaire en justice. » Ce n'était plus une tradition. C'était une manœuvre calculée pour me libérer du contrôle et tout garder au nom de Carter. Après cette rencontre avec Carter et son avocat,
j'ai pensé que je pourrais peut-être prendre mes distances avec ce chaos. Mais il est vite devenu évident que cela n'arriverait pas. La famille avait pris parti et j'étais soudain seul, étiqueté comme la fauteuse de troubles. Les jours qui ont suivi la visite de l'avocat ont été parmi les plus difficiles que j'ai jamais vécus. Mes parents n'ont plus appelé. Au début, j'ai cru qu'ils me laissaient de l'espace, mais le silence m'a paru pesant, comme une punition. Les seuls messages que je recevais venaient de Carter, et ils n'étaient pas vraiment amicaux. Un après-midi, j'ai reçu un SMS de lui. « Gabriel, ce n'est pas personnel. Il s'agit de ce qui est le mieux pour la famille. Tu rends les choses plus difficiles que nécessaire. » J'aurais voulu répondre, mais je ne l'ai pas fait. J'essayais encore de digérer la situation et de déterminer la suite des événements. Puis, les intrusions subtiles, mais constantes, ont commencé. Carter passait dans mon quartier juste pour prendre des nouvelles, et je le remarquais passer lentement devant chez moi plusieurs fois par jour. Ses enfants l'accompagnaient parfois, ce qui n'était clairement pas un hasard. Je voyais bien qu'il faisait partie de sa stratégie pour m'épuiser. Ce n'était pas seulement les visites. J'ai aussi commencé à remarquer d'autres choses étranges. Quelques-uns de mes effets personnels sur le porche ont disparu, et un matin, j'ai trouvé le portail de mon jardin grand ouvert. J'ai appelé la police pour signaler l'incident, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans preuve d'intrusion. Au travail, j'étais plus distraite que d'habitude. La tension à la maison me rongeait. Puis est arrivée l'invitation à un dîner de famille, auquel mes parents ont insisté pour que j'assiste. J'ai d'abord hésité, mais une partie de moi espérait que ce serait un tournant, une occasion de tout aborder en face à face, peut-être enfin de clarifier les choses. Au lieu de cela, ce fut un véritable champ de mine. Dès mon arrivée, j'ai senti le froid glacial dans la pièce. Mes parents m'ont à peine regardé. Carter était déjà assis, les bras croisés, me fusillant du regard de l'autre côté de la table. La conversation était tendue, avec des sourires forcés, des silences gênés. Chaque mot semblait devoir traverser un mur de tension pour parvenir à l'air. À un moment, papa s'est éclairci la gorge et a dit d'un ton sec, « Gabriel, on a été patient, mais ça a assez duré. » Carter s'est adossé à sa chaise d'un air suffisant, sans même prendre la peine de cacher son sourire narquois. Papa a continué, « Carter a raison. Tu rends les choses difficiles pour tout le monde. » Je l'ai regardé, essayant de garder une voix ferme. Je protège quelque chose que j'ai gagné par mon travail. Est-ce vraiment si mal? Maman est intervenue d'une voix sèche et tendue. Tu déchires la famille. Tu ne vois pas ça? C'est à ce moment-là que j'ai compris. Pour la première fois, j'ai vraiment vu à quel point ils étaient devenus froids et méconnaissables. Ce n'était pas juste une question de maison. Ça n'a jamais été le cas. C'était une question de contrôle, de pouvoir. Ils ne voulaient pas de compromis. Ils voulaient la soumission. Ils voulaient que j'abandonne. Non pas parce que c'était juste, mais parce que dans leur monde, Carter était l'héritier et que j'étais celle qui était censée rester dans le rang. Leur vision de la famille n'était pas fondée sur l'amour ou la justice. Elle était fondée sur la hiérarchie. La soirée s'est terminée avec Carter qui m'a coincé dans le couloir alors que j'attrapais mon manteau. Il s'est penché vers moi, à voix basse. Tu vas le regretter, Gabriel. Crois-moi. Je l'ai regardé fixement et j'ai dit, je te mets au défi, tu voulais la guerre. Je t'en ferai une. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Après ce dîner de famille, le fossé entre nous s'est encore creusé. Et le comportement de mes parents et de Carter est devenu plus calculateur, plus froid. Ce n'était plus une simple pression passive. J'avais l'impression d'être victime d'une campagne, lente et délibérée, visant à m'épuiser petit à petit. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer des petits détails qui me mettaient mal à l'aise. Ma boîte aux lettres semblait légèrement pliée, comme si quelqu'un avait essayé de l'ouvrir de force. Le portail de mon jardin, que j'étais certain d'avoir verrouillé la veille, était à nouveau un piège. J'ai commencé à vérifier chaque serrure 2 ou 3 fois avant d'aller me coucher. Ma maison ne me semblait plus un lieu sûr. C'était un champ de bataille. J'ai contacté la police locale et expliqué ce qui se passait. Ils ont été compréhensifs et m'ont demandé de tenir un registre de tout ce qui était inhabituel. Ils ont promis d'augmenter les patrouilles dans le quartier, ce qui a un peu aidé. Mais au fond, je savais que personne d'autre que ma famille ne pouvait y remédier. Pendant ce temps, Carter multipliait les visites. Il ne s'agissait plus seulement de prendre des nouvelles. Il arrivait à des heures indues,
parfois juste de l'autre côté de la rue à regarder. Ces enfants jouaient dans mon jardin sans demander mon avis, sans prévenir. Ils ont laissé des déchets et des bosses sur la clôture de mon jardin. Je les confrontai une fois, calmement mais fermement. Ils venaient de déposer ces enfants qui couraient à nouveau dans mon jardin et je les rattrapai près du portail avant qu'ils ne puissent remonter dans sa voiture. Carter, ai-je dit, il faut que ça cesse. Les visites, les messages, cette présence constante. Tu dépasses les bornes, et je te demande respectueusement de t'éloigner. Il m'a regardé avec une sorte d'incrédulité suffisante, puis a légèrement secoué la tête, comme si j'étais ridicule. Leur famille, a-t-il dit d'une voix neutre. On ne peut pas les tenir à l'écart. Quelque chose dans sa façon de le dire, calme, sûr de lui, m'a plus refroidi que s'il avait crié. La tension émotionnelle a commencé à s'infiltrer comme de la moisissure sous la peinture. Je me suis retrouvé à me recroqueviller chez moi, à vérifier les fenêtres à 2 fois avant de m'asseoir, à sauter sur la sonnette comme si c'était une alarme. J'ai arrêté d'inviter des amis. Comment expliquer ce qui se passait sans paraître paranoïaque ou ingrat? Je me sentais gêné, exposé. Ma maison était devenue un endroit que je redoutais. Au travail, le stress n'était plus quelque chose que je pouvais cacher. J'étais colérique, distraite. J'oubliais constamment les échéances, je me perdais dans mes pensées pendant les réunions. Je me suis finalement confié à une collègue proche, Maya, en qui j'avais confiance. Après m'être expliqué, elle a soupiré et m'a dit doucement, « As-tu pensé à la médiation ?» Parfois, une personne neutre peut apaiser les tensions. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas de la tension, ai-je dit. C'est du contrôle. Ils ne veulent pas de compromis. Ils veulent de l'obéissance. La médiation n'y changera rien. Il ne s'agissait pas d'un malentendu ou de vieilles blessures. Il s'agissait d'un sentiment de droit. Ma famille croyait avoir droit à tout ce que j'avais construit, ma maison, mon autonomie, et elle n'allait pas céder simplement parce que je l'avais demandé gentiment. Le pire moment est arrivé, un après-midi ordinaire, lorsque j'ai reçu un appel de ma mère. « Bonjour », ai-je répondu, déjà tendu d'avoir vu son nom s'afficher à l'écran. Sa voix était froide, saccadée, comme si elle lisait un texte. « Nous avons décidé de couper tout soutien financier pour tout ce qui te concerne. Non pas que je dépende encore d'eux. Cela faisait des années que je ne dépendais plus d'eux, mais la façon dont elle l'a dit indiquait clairement qu'il s'agissait d'une punition. Nous voulons que tu comprennes les conséquences de tes choix. » Elle a dit, j'ai été stupéfaite. Je suis resté assise là, les yeux rivés au mur après la fin de l'appel. Le silence dans ma maison était plus pesant que jamais. C'était comme si les gens censés m'aimer inconditionnellement étaient devenus des étrangers. Des étrangers qui voulaient effacer mon indépendance morceau par morceau. Puis est arrivé le gardien du testament. J'en avais maintenant une copie grâce à l'avocat que j'avais engagé. Le lire était surréaliste. Mes parents l'avaient réécrit pour m'exclure complètement. Non seulement de leur succession, mais de tout héritage futur, y compris de tout bien que j'aurais acheté moi-même. Tout allait à Carter. Chaque brique, chaque brin d'herbe, chaque parfum futur. Je ne me battais plus seulement pour ma maison. Je me battais pour être reconnu comme une personne à part entière. Comme une personne importante aux yeux de ceux qui m'avaient élevé. Puis, un après-midi, une lettre est arrivée. C'était de l'avocat de Carter, une mise en demeure. Il me donnait 2 semaines pour signer l'acte de propriété de ma maison afin d'éviter toute action en justice. Le langage était froid, détaché, un ton qui ne laissait aucune place à la négociation. C'est alors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un désaccord familial. C'était une véritable tentative de prise de contrôle. La lettre de l'avocat de Carter a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je restais là, dans ma cuisine, le papier tremblant légèrement dans ma main, le cœur battant comme si je venais de courir. La peur me parcourait l'échine. Oui, mais sous-jacente, quelque chose d'autre commençait à s'agiter. La détermination. Ils avaient tout mis en œuvre pour m'isoler, m'intimider, m'effacer de leur plan. Ils m'avaient menti, manipulé mes intentions, traité comme un étranger dans ma propre vie. Mais je n'allais pas céder. J'ai commencé à me préparer. Chaque instant libre, chaque parcelle de concentration qui me restait, je me suis consacré à rassembler des documents. J'ai déterré chaque acte, chaque reçu, chaque relevé financier lié à ma maison. J'ai créé des dossiers, les ai recoupés, scannés et sauvegardés. Un après-midi, assis en face de mon avocate, je feuilletais un épais dossier.
Je veux déposer une demande de protection, ai-je dit. Harcèlement, intrusion, peu importe. Elle a examiné attentivement les documents. Vous avez une solide trace écrite, a-t-elle dit. S'ils essaient de forcer quoi que ce soit, nous riposterons avec force, mais soyez prêts. La situation pourrait empirer avant de s'améliorer. J'ai hoché la tête. Je sais. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de Monica. C'était une vieille amie de la famille, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis un moment. Elle avait toujours été gentille avec moi quand j'étais enfant, chaleureuse, stable, un peu réservée, mais elle avait gardé ses distances tout au long de ce conflit. Quand j'ai vu son nom apparaître sur mon téléphone, j'ai hésité, puis j'ai répondu, Monica. Sa voix était basse, sérieuse. Gabriel, je crois qu'il est temps que je te dise quelque chose. Elle n'a pas perdu de temps. Des années auparavant, bien avant que Carter n'achète sa maison, mes parents avaient contracté une deuxième hypothèque sur le domaine familial. En secret, sans le dire à Carter, ils ont utilisé l'argent pour financer l'entreprise de Carter, a dit Monica, et pour régler certaines dettes personnelles. Ils ont gardé le silence. Je n'ai pas parlé. Je suis resté assise là, abasourdie. Le téléphone était collé contre mon oreille. Ils ont failli perdre la succession, a-t-elle poursuivi. Mais ils ont étouffé l'affaire. Et maintenant, d'après ce que j'ai entendu, tes parents n'ont jamais vraiment eu l'intention que Carter en hérite directement. Que veux-tu dire? Ai-je demandé. Il prévoit de la vendre, a-t-elle dit. Petit à petit. Faire passer l'argent par le nom de Carter. Te tenir, toi et tous les autres, complètement à l'écart. La ligne est restée silencieuse un instant, le temps que j'essaie de comprendre. Il ne cherche pas à préserver l'unité de la famille, Gabriel. Elle ajouta, ils essaient de tout consolider sous son contrôle. Un complot. Voilà ce que c'était. Un plan délibéré, maquillé de loyauté familiale et de tradition, visant à saigner à blanc le domaine tout en m'excluant complètement. Pas étonnant qu'ils aient tant insisté pour ma maison. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était une stratégie. Je suis resté longtemps avec ça après que Monica ait raccroché, regardant par la fenêtre la poussière qui s'élevait dans le ciel. Trahison, colère et une étrange lucidité. Pour la première fois, j'ai tout vu clairement. Ce n'était pas une question d'ordre de naissance. Ce n'était pas que Carter soit l'enfant chéri ou que je sois le mouton noir. C'était une question de pouvoir. Il voulait tout. Et il se fichait de ce qu'il devait faire ou de qui il devait blesser pour l'obtenir. Si je voulais protéger ce qui m'appartenait, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je devais prendre l'initiative. J'ai donc commencé par fouiller plus en profondeur dans les finances du domaine. Monica m'a été d'une aide inestimable. Calme, méthodique, discrète. Furieuse à sa manière. Elle m'a expliqué où chercher, quoi demander, comment interpréter le langage codé de documents juridiques qui n'étaient pas censés voir le jour. Avec son aide, j'ai eu accès à des archives publiques, des documents de prêt, et même à quelques états financiers internes que mes parents avaient clairement espéré garder secrets. Plus j'en découvrais, plus c'était évident. La succession croulait sous les dettes. Derrière la façade imposante, les meubles anciens, l'image soigneusement entretenue, il y avait de la pourriture. Mes parents avaient presque tout misé pour soutenir les entreprises de Carter et couvrir leurs propres échecs. Et le nom de Carter, il était partout dans les papiers. Je me souviens avoir regardé l'un des contrats de prêt, sa signature, impeccable et maîtrisée. Et à côté, les clauses de responsabilité. Il n'était pas seulement impliqué. Il était profondément empêtré, armé de tout cela. Je suis retourné voir mon avocat. On ne peut pas arrêter le testament. J'ai dit, pas encore. Et je sais que les hypothèques sont déjà signées, mais c'est de la mauvaise gestion. Fraude, peut-être. Elle étudia les dossiers en hochant lentement la tête. On ne peut pas défaire ce qui est déjà en place. Mais on peut faire pression légalement, publiquement si on en arrive là. Tu as un moyen de pression maintenant, Gabriel. C'était la première fois qu'elle me disait ce mot. Un moyen de pression. Et j'avais l'impression de me sortir d'une impasse dans laquelle je ne savais même pas que j'étais coincé. J'ai alors pris une décision. Je n'allais plus ignorer les visites de Carter. Chaque fois qu'il se présentait, je prenais des photos de sa voiture dans l'allée. Je notais les dates, les heures, tout ce qu'il disait. Quand je le pouvais, j'enregistrais nos conversations.
Je construisais mon propre dossier, pas seulement pour mon avocat, pour moi-même. Quelque chose qui prouvait que je n'imaginais pas tout ça, que je n'étais pas juste sensible, comme on le disait toujours. Entre-temps, j'ai commencé à tendre la main discrètement, délibérément. Des associés de Carter, d'anciens investisseurs, des connaissances communes. Nous n'étions pas amis, mais nous nous connaissions. Je ne l'accusais pas de quoi que ce soit. Je n'ai pas proféré de menaces. J'ai simplement laissé entendre que ces biens comportaient des risques. Je dirais des problèmes qui pourraient survenir si les choses tournent mal. Je voulais qu'il commence à poser des questions. Je voulais que la pression s'atténue. Je ne cherchais pas à le ruiner, mais il fallait qu'il comprenne que je n'étais pas impuissante. Puis sont venus les moments plus modestes, plus satisfaisants. Un après-midi, Carter est revenu. Pas d'appel, pas de coup. Il s'est simplement approché de ma porte comme si c'était son droit. Cette fois, je l'ai rencontré avant même qu'il n'atteigne l'escalier. Carter, ai-je dit d'une voix calme. Vos visites sont importunes. Si vous revenez sur ma propriété sans permission, j'appellerai les autorités. Il a ricané comme à son habitude. Vous êtes sérieux? J'ai déjà parlé à la police, ai-je dit. À propos de vos précédentes visites, de l'intrusion. Ne me testez pas un instant. Juste une lueur. Je l'ai vu. Une hésitation. La certitude béate s'est brisée. Même si ce n'était que brièvement, cet instant m'est resté gravé dans la mémoire. J'ai commencé à partager. J'ai soigneusement partagé des bribes de mon histoire en ligne, sans citer de nom. Juste assez de détails pour que les gens sachent à quoi je faisais face. La réaction m'a choqué. Des messages sont arrivés d'amis, d'anciens camarades de classe, d'inconnus qui comprenaient la dynamique. Des membres éloignés de ma famille à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté. Je n'en savais rien. Une cousine a écrit, ils ont toujours parlé de toi comme si c'était toi qui les avais abandonnés, mais en réalité, ils me poussaient dehors depuis des années. Après cet appel de Monica, tout a basculé. Les informations qu'elle m'a fournies sur l'insouciance financière de mes parents, leur plan secret pour faire passer la succession par Carter, n'étaient pas seulement troublantes, c'était dévastateur. J'avais l'impression que quelqu'un avait levé le voile sur une scène sur laquelle je ne savais même pas que j'étais. Pendant des années, j'avais accepté ma place. Discrètement, docilement, l'enfant inférieur, celui qui n'avait ni besoin ni mérite le même soutien. Mais maintenant, je voyais les choses telles qu'elles étaient. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était une tentative calculée de m'exclure complètement de la famille. Monica avait gardé le silence. Des dossiers méticuleux, chaque papier, chaque signature, chaque transaction soigneusement dissimulée. Un par un, elle les a disposés sur ma table. Voilà, dit-elle doucement en tapotant une page. C'est la deuxième hypothèque. Regardez la date. Des années avant même que Carter ne lance son entreprise. Je me suis penché sur le document, parcourant la page des yeux jusqu'à la trouver. La signature de mon père à côté de celle de ma mère. Et puis, en petits caractères, le nom de Carter utilisé comme bouclier, comme tampon. Ils ont créé des comptes cachés. Monica a continué en sortant une copie imprimée. L'argent circulait via des sociétés écrans. La majeure partie atterrissait entre les mains de Carter. En cas d'échec, il pourrait prétendre qu'il avait agi seul. Mais vous et moi savons tous les deux que ce n'est pas comme ça que fonctionne cette famille. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Ils avaient joué avec notre héritage familial. Et maintenant, ils tournaient autour de ma maison comme des vautours. Après le départ de Monica, je suis resté assise à ma table à manger pendant des heures. Les documents étaient étalés comme des pièces de puzzle. Ma maison, l'endroit que je m'étais battu pour construire, l'endroit que j'ai protégé, je me suis soudain senti comme une cible. Une forteresse assiégée. Mais cette peur m'a apporté la clarté. Je ne pouvais pas défaire ce qu'ils avaient fait. Mais je pouvais les empêcher d'aller plus loin. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Linda, il faut qu'on parle, ai-je dit. J'ai tout expliqué. Le harcèlement, l'intrusion, la manipulation, et maintenant, la tromperie financière que Monica avait révélée. Linda est restée silencieuse pendant que je parlais. Puis, finalement, elle a dit, il faut agir. Nous avons commencé par l'injonction restrictive contre Carter. J'ai tout apporté. Les photos de sa voiture dans mon allée, les SMS, les mémos vocaux,
les notes sur les fois où ses enfants sont entrés dans mon jardin comme si c'était le leur. Nous étions devant le juge, et je me souviens de la voix calme de Linda lorsqu'elle a exposé les faits. Carter ne s'est même pas présenté. L'injonction a été accordée. Du jour au lendemain, il lui était légalement interdit de s'approcher de chez moi ou de me contacter directement. Ce n'était que le début. Linda et moi avons franchi une étape plus importante en contestant le testament. Elle a déposé une requête en annulation de la version la plus récente, invoquant une influence indue et un manque de transparence. Pendant que le dossier était examiné par le tribunal, nous sommes passés à l'étape suivante, signaler l'activité financière dissimulée. Nous avons contacté les autorités immobilières et bancaires de l'État. Quelques jours plus tard, des enquêteurs ont été désignés. Ils ont commencé à remonter le fil. Demande de prêt, acte de propriété, compte secret. Ces mêmes comptes que mes parents avaient créés avec tant de précision étaient maintenant scrutés à la loupe. Et c'est là que mes parents ont commencé à paniquer. J'ai reçu une lettre manuscrite de l'écriture cursive familière de ma mère. Gabriel, c'est une honte. Tu déchires la famille. Tu tournes le dos à ton héritage. Je l'ai plié et rangé. Ils avaient depuis longtemps perdu le droit de me parler d'héritage. Pendant ce temps, Carter tentait de se repositionner. Il a envoyé un message par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Dis à Gabriel que je n'étais pas au courant pour les prêts. Je faisais juste ce que papa et maman m'ont demandé. Je n'ai rien demandé de tout cela. Mais les documents racontaient une autre histoire. Son nom figurait sur trop de formulaires. Les comptes étaient à son nom. Les transactions ne lui étaient pas cachées. Elles étaient orchestrées par lui. Et lorsque l'enquête fut conclue, les conclusions furent concluantes. Mes parents avaient contracté de multiples prêts en utilisant la succession comme garantie, versant l'argent directement dans les entreprises et les comptes personnels de Carter. Ils n'avaient pas divulgué ces dettes aux futurs héritiers, en violation des lois de l'État. La succession fut placée sous tutelle judiciaire et immédiatement gelée, en attendant une restitution intégrale. Lorsque Linda m'appela pour m'annoncer la décision du tribunal, je restais assis là, le téléphone à la main, sans rien dire. Ils ont révoqué l'autorité parentale de vos parents, dit-elle. Tout contrôle financier leur a été retiré. J'ai poussé un long soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. Ils risquent également de lourdes amendes, poursuivit-elle. Ce n'est pas que symbolique, Gabriel. Ils sont tenus responsables. Le testament n'a pas survécu à la lumière du jour une fois arrivé au tribunal. Après des semaines de témoignages exténuants, d'examens interminables des documents et d'analyses d'experts, le juge a rendu une décision qui a coupé court à tout ce bruit. Le testament avait été rédigé sous influence indue. Il ne s'agissait pas simplement d'une erreur administrative ou d'un manque de jugement. Le tribunal a trouvé des preuves convaincantes de la collaboration de Carter et de mes parents pour garantir mon exclusion. Il y avait des courriels, des discussions froides et efficaces qui fixaient les échéances et les intentions. Des discussions sur la manière d'encadrer les changements et de minimiser les perturbations. Des documents montraient comment l'argent circulait au rythme des révisions du testament. Il y avait un isolement calculé, des appels non retournés, des décisions prises à mon insu, des manœuvres discrètes pour m'éloigner de tout ce qui ressemblait à une place à la table des négociations. Le juge n'a pas mâché ses mots. Vous n'avez pas été oublié, monsieur Hay, a-t-il déclaré depuis le tribunal. Vous avez été effacé. Sur ce, le testament a été invalidé et radié de la succession. Un nouveau directeur exécutif a été nommé, quelqu'un de totalement extérieur à la famille. Un avocat méthodique et pragmatique, réputé pour son impartialité. Le juge a été clair, la répartition de la succession reprendrait de zéro. Chaque actif et passif serait réévalué, chaque mouvement effectué sous contrôle juridique. Et puis j'ai entendu ces mots auxquels je ne m'attendais pas à une telle importance. Vous étiez par la présente réintégré comme héritier à part entière. J'étais assis dans la salle d'audience, ni triomphant, ni même soulagé, juste silencieux. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était une question d'être vu. Après des années à être mis à l'écart, balayé du revers de la main, traité comme si je n'avais pas ma place, j'étais enfin reconnu. Mais ce qui comptait le plus que la succession, plus que le titre d'héritier, c'était la décision concernant ma maison. Linda s'est tournée vers moi avant que le juge ne l'annonce. Nous avons été clairs, a-t-elle dit. Il n'y a pas de litige sur ce point. Le juge l'a confirmé quelques instants plus tard. La maison où je vivais,
la maison dans laquelle je m'étais investi, m'appartenait pleinement, légalement et sans contestation possible. Elle n'avait jamais fait partie d'une fiducie familiale, jamais liée à un bien commun. Elle avait été achetée avec mes économies, mes revenus, mes sacrifices. Elle était interdite à toute réclamation de la succession. La décision du juge semblait plus qu'une simple victoire juridique. C'était une victoire morale. Cette maison, mon sanctuaire, resterait intacte. Aucune excuse. Ni de mes parents, ni de Carter, pas un seul mot de remords ou de propriété. Pour eux, j'avais trahi un code familial tacite en refusant de baisser la tête, en campant sur mes positions, en me défendant au lieu de leur céder discrètement ce qu'ils croyaient leur appartenir. Ils ne s'en sont pas pris à eux. Ils n'ont pas plaidé. Ils se sont simplement évanouis dans le silence. Les appels ont cessé. Les messages ont cessé. Les invitations de vacances, si tant et qu'elles fussent, se sont taries. Le silence était soudain et pesant. Et pendant un temps, j'ai cru qu'il me briserait. C'était si définitif, si froid. Même après tout, les mensonges, la manipulation, la trahison, une petite part pathétique de moi avait gardé espoir. L'espoir qu'ils diraient quelque chose, n'importe quoi, que peut-être, juste une fois, ils reconnaîtraient que ce qu'ils avaient fait était mal. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi un rasoir. Et étrangement, une fois la douleur initiale dissipée, ce silence a commencé à prendre une autre tournure. Libération. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais plus sur scène. Je ne cherchais plus l'approbation, je ne tergiversais pas avec les attentes, je ne me battais pas pour un minimum de respect. Elles avaient disparu, et j'étais toujours debout. Les mois qui ont suivi ont été difficiles, mais d'une manière différente. Le combat était terminé, mais les séquelles émotionnelles s'accrochaient à tout. Certains jours, c'était la colère, brûlante et épuisante. D'autres, c'était le chagrin, un chagrin discret, pour quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu. Il ne me manquait pas. Leur idée me manquait. L'idée de parents justes, qui aimaient inconditionnellement, qui ne mesuraient pas l'affection à l'utilité. J'ai suivi une thérapie, je me suis assise dans une petite pièce au mur jaune pâle, et une thérapeute nommée Jenna m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « C'est normal que tu sois en deuil. Tu ne pleures pas seulement ce qui a été perdu, mais ce qui n'a jamais été donné. » Ça m'a fait mal. J'ai commencé à écrire un journal jusque tard dans la nuit, écrivant parfois des lettres que je n'enverrai jamais. J'ai essayé de me forger une nouvelle définition de la famille. Une définition qui ne tourne pas autour de la hiérarchie ou de l'obéissance silencieuse. Et chaque jour, je devenais un peu plus forte. J'ai apporté des changements à la maison. De petits détails, certes, mais qui avaient leur importance. J'ai planté un jardin dans le jardin. Des herbes aromatiques, des tomates, des fleurs sauvages, un tourbillon de couleurs chaotiques qui s'épanouissait avec défiance. Au printemps, je me réveillais, marchais pieds nus sur l'herbe humide et respirais. J'ai repeint la porte d'entrée d'un bleu vif et vif. J'avais toujours aimé cette couleur, mais je n'avais jamais osé l'utiliser, car je savais que mes parents auraient trouvé ça excessif. Maintenant, elle était à moi. Tout entière. J'invitais des amis, des brunchs, des soirées cinéma, des dîners improvisés où nous ouvrions trop de bouteilles de vin et rions à en avoir mal au ventre. La maison a cessé d'être un champ de bataille. Peu à peu, elle est redevenue un foyer. Le mien. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à avoir des nouvelles de ma famille élargie, de mes cousins germains, de ma famille que je n'avais pas vue depuis les vacances de mon enfance. Au début, c'était prudent. Un message par-ci, un court email par-là. Un après-midi, ma cousine Leia a appelé. Je ne l'avais pas entendue depuis plus de 10 ans. J'ai entendu ce qui s'était passé. Elle a dit d'une voix douce. Je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi. Je ne savais pas quoi dire. Elle a continué, quand j'ai arrêté de venir, ce n'était pas par indifférence. C'était juste plus facile de rester loin. Tu sais comment ils étaient avec Carter. J'ai hoché la tête. Même si elle ne pouvait pas me voir. C'était toujours lui, a-t-elle dit. Nous autres, on était censés se plier à ses ordres. Je suis désolé que tu aies eu à supporter autant de choses. Elle n'était pas la seule. D'autres m'ont contacté aussi, certaines simplement pour m'apporter leur soutien. D'autres ont partagé leurs propres histoires, des souvenirs d'avoir été ignorés, manipulés, discrètement mises de côté. Le point commun était toujours le même.
Carter avait été l'enfant chéri, et nous étions censés nous adapter à lui, même à nos propres frais. Pour la première fois, je ne me sentais plus marginal. Je n'étais plus la brebis galeuse. Je n'étais plus seul. Nous avons commencé à dîner ensemble. Cousin germain, et même quelques parents éloignés que je n'avais jamais vraiment connus, hormis quelques Noëls d'enfance difficiles. Lors d'un de ces dîners, mon cousin James s'est adossé à sa chaise, faisant tourner un verre de vin rouge, et m'a dit, « Tu sais, j'ai toujours pensé que c'était juste moi, que j'imaginais à quel point tout cela était bancal. » Je l'ai regardé, surprise. « Toi aussi ?» Il a hoché la tête. Toujours. Carter était sous les projecteurs. Nous étions silencieux. Et quand nous posions des questions, on nous donnait l'impression d'être le problème. Cela a touché une corde si profonde que j'ai eu un pincement au cœur. Nous avons discuté jusque tard dans la nuit, échangeant des souvenirs, partageant des photos, riant parfois, pleurant d'autres fois. J'ai commencé à comprendre quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. Si j'avais perdu l'illusion d'une famille, j'en gagnais une autre. Celle-ci n'était ni une question de lignée ni de hiérarchie. Il a été construit sur le respect mutuel, l'honnêteté et le choix, et non l'obligation. Et dans ces liens, j'ai trouvé quelque chose qui s'était toujours senti hors de portée. Acceptation sans condition. Aujourd'hui, la vie est calme, paisible, même. Ma maison est sûre. Il se sent vécu, plein de rappels de mes propres choix, de mon travail, de ma voix. La porte d'entrée bleue me fait toujours sourire chaque fois que je monte les marches. Le jardin est devenu mon sanctuaire. Parfois sauvage, parfois envahissant, mais toujours le mien. Mes finances sont solides. J'ai reconstruit un réseau de support à partir de zéro. Des amis, des alliés, des parents éloignés qui ont choisi de se tenir avec moi au lieu de disparaître dans le silence. La succession reste sous l'administration légale. Je ne m'attends pas à une réconciliation complète avec mes parents ou avec Carter. Honnêtement, je ne pense plus que ce soit possible. Mais ce chapitre ferme. La procédure judiciaire, les rencontres tendues, les nuits ont passé à démêler des décennies de trahison. Tout s'installe dans le passé. Il y a encore une douleur de tristesse de temps en temps, surtout pendant les vacances. Je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas, mais ce n'est plus le vide douloureux qu'il était autrefois. Maintenant, cela ressemble plus à un écho, quelque chose qui était fort, avait l'habitude de prendre tout l'espace dans la pièce. L'un des changements les plus stimulants est venu lorsque j'ai commencé à faire du bénévolat. Cela a commencé petit, en parlant simplement à un groupe communautaire local de la violence financière et de la coercition au sein des familles. Mais la réaction que je me suis stupéfaite, les gens se penchèrent, ils ont hoché la tête, certains ont pleuré. Par la suite, une femme est venue vers moi. Elle était peut-être dans la soixantaine. Elle m'a touché doucement le bras et a dit, « Je pensais que j'étais fou pendant des années. Vous m'avez aidé à voir que je ne l'étais pas. » Ce moment est resté avec moi. J'ai commencé à partager mon histoire dans des ateliers, dans des groupes de soutien, même sur des forums en ligne. Et ce faisant, j'ai découvert un objectif que je ne m'attendais pas. Si mon expérience, ma douleur, ma clarté dure peut aider quelqu'un d'autre à voir les signes plus tôt. Si cela donne le courage à quelqu'un de dire « ce n'est pas bien », ou de s'éloigner d'une dynamique familiale toxique, alors tout ce que j'ai vécu a un sens au-delà de la justice personnelle. En regardant en arrière maintenant, je me rends compte que je n'ai pas simplement protégé une maison. J'ai combattu pour quelque chose de beaucoup plus profond. Une partie de moi-même que je n'avais même pas réalisé que j'essayais de récupérer. Mon indépendance, ma dignité, ma voix et moi avons gagné. La maison se tient exactement comme je le rêvais. Pas parce que quelqu'un me l'a donné. Non pas parce qu'il a été transmis, mais parce que je l'ai gagné. Chaque pouce, chaque tuile, chaque ongle, chaque lame d'herbe. J'ai fait cette vie. Et personne ne peut me reprendre à nouveau. Et cela ressemble enfin à la justice.